Merci à tous, bonjour. Je vais déjà m'excuser pour ma voix, donc je sors d'une angine, donc je suis vraiment désolée, je sais que c'est pas très agréable, mais je vais essayer d'être le plus audible possible et merci au micro, ça va, je pense, bien m'aider. Je me présente très brièvement, Faiza Achkar de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Je suis la représentante ici en France, la Chambre étant, elle, basée, son siège étant basé à Casablanca, qui est la capitale économique du pays. Et nous avons ensuite, on va dire, 8 bureaux régionaux dans tout le Maroc pour être au plus près des entreprises marocaines et répondre au mieux aux entreprises françaises. Alors la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc existe depuis plus de 100 ans. Nos principales missions, c'est vraiment d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement sur le marché marocain. Quand on parle de développement, ça va de l'information, de la pure information juridique, fiscale, douanière, à de l'implantation en passant par de la prospection commerciale. Donc on m'a demandé de vous faire un panorama de ce qu'est le Maroc aujourd'hui et de ce que ça peut apporter comme opportunité d'affaires pour vous, entreprises françaises. Donc ce n'est pas exhaustif, puisqu'il y a beaucoup de choses. On a de la chance au Maroc d'avoir effectivement développé et ouvert notre économie à l'international. Mais je vais essayer de vous donner les avantages à travailler avec le marché marocain et en espérant que vous serez convaincus, pour ceux qui ne sont jamais venus, de venir au Maroc et pour ceux qui y sont déjà, d'appuyer encore plus leur présence sur le marché marocain. Alors, déjà, pour commencer, le Maroc est à la pointe nord de l'Afrique, du continent africain, bordé par l'océan Atlantique et par la mer Méditerranée, ce qui fait que nous avons cette chance d'avoir cette position géographique ouverte vers le monde, puisque nous avons le continent américain en face, l'Union européenne, l'Europe vers le nord et évidemment toute la partie proche et Moyen-Orient et Asie de l'autre côté. Nous avons 3500 km de côte, ce qui est un atout majeur pour l'économie marocaine, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc cette position géographique nous permet aussi d'être ouverts vers le monde, comme je vous le disais, et nous avons entrepris depuis un certain nombre d'années de développer, de signer des accords internationaux pour justement développer notre économie locale. Alors, l'accord qui vous intéresse le plus, évidemment, est celui avec l'Union européenne, puisque nous avons un accord de libre-échange avec les pays européens qui permet l'exonération quasi totale des droits de douane sur tout ce qui est produits et services entre le Maroc et l'Union européenne. Mais nous avons aussi signé avec la Turquie un accord bilatéral, avec les pays méditerranéens, avec les Américains, avec les États-Unis. Nous sommes entrés dans l'accord CEDEAO dernièrement, donc avec l'Afrique de l'Ouest. On en reparlera tout à l'heure, vu notre position géographique. On a une vraie volonté stratégique d'être un hub africain. Et on est en cours de négociation avec le Canada, notamment. Alors le Maroc, sa particularité, c'est que l'environnement des affaires s'est nettement amélioré ces dernières années. Nous avons gagné plus de 60 rangs en 7 ans, ce qui est énorme donc, dans le classement de Doing Business. Pourquoi nous avons gagné ces différents rangs? C'est qu'on a beaucoup travaillé sur notre cadre réglementaire pour sécuriser, apaiser les relations d'affaires et puis les investissements étrangers. Donc déjà en limitant, on le sait tous, il y en a un peu partout dans le monde, la concurrence, mais encore un petit peu plus, en tout cas se voit un peu plus dans les pays africains. Donc on a vraiment essayé de mettre en place des dispositifs très performants pour limiter la concurrence et pour développer la transparence. On a beaucoup simplifié les procédures douanières. Si aujourd'hui vous allez sur le site internet de la douane marocaine, vous allez pouvoir y trouver toutes les informations nécessaires. On a développé des réformes sur les marchés publics. Vous pouvez télécharger tous les cahiers des charges au jour d'aujourd'hui sur tous les appels d'offres publics étatiques de l'État marocain. On a créé l'OMPIC, l'équivalent de l'INPI ici en France, où on s'est basé sur une réglementation internationale sur la protection des données, la protection industrielle et commerciale. Bref, on a essayé effectivement de développer tout un cadre réglementaire adéquat et équivalent au monde occidental pour justement sécuriser les investissements internationaux.
En termes de réformes et soutien économique, on a développé aussi des choses dont on parle très régulièrement ces derniers temps, c'est l'innovation, chose qu'il y avait très peu au Maroc. Donc vous avez de plus en plus de recherche et développement qui se passe sur le territoire marocain, avec des soutiens financiers, des soutiens à l'écosystème, on en reparlera tout à l'heure. On a aussi mis en place des incitations très fortes au niveau fiscal pour attirer les investisseurs. Et il faut savoir qu'au Maroc, vous êtes libre d'investir seul, vous n'êtes pas obligé d'avoir un partenaire marocain, par exemple. Vous êtes libre de rapatrier vos bénéfices. Tout ça fait que ça sécurise et ça permet à un investisseur étranger de savoir qu'en venant au Maroc, il peut effectivement y retrouver tous ses comptes. Alors, quelques chiffres clés quand même, quand on parle d'économie marocaine. Il faut savoir que depuis 20 ans, on est sur un taux de croissance de 5% en moyenne par an, ce qui est assez considérable. On a fini fin 2017 à 4,8%. Donc on était très contents. La seule chose à savoir sur le taux de croissance au Maroc, c'est qu'on est encore très fluctuant par rapport au secteur primaire, puisqu'on a encore un secteur primaire très important, donc l'agriculture, qui elle-même est très dépendante de la pluviométrie. Et vu qu'on est un pays en stress hydrique, on a des années où on peut baisser le taux à 2,8, 2,5, puis d'autres années à 5%, parce que justement, voilà, si on manque de pluie, forcément notre secteur agricole en pâtit et donc fait baisser le taux de croissance. Cependant, on reste sur des taux de croissance très positifs, avec une maîtrise de l'inflation, donc on est vraiment sur des normes internationale. On essaye toujours de limiter à 3%. On a vraiment une stabilité monétaire très forte au Maroc, ce qui sécurise aussi pour les opérateurs étrangers. Autre fait important au Maroc, c'est que la croissance est tirée par la demande intérieure. Au Maroc, nous sommes encore un pays en voie de développement, presque émergent. Et il y a beaucoup de demandes, beaucoup de choses qui se créent au Maroc. Vous allez le voir tout à l'heure, je vous ai fait un petit panorama sectoriel. Et donc c'est vraiment la demande intérieure qui incite à cette croissance et qui aide justement à développer le pays. Le secteur public aussi est très important au Maroc, puisque c'est ce secteur-là qui a aussi beaucoup développé les infrastructures qui permettent effectivement d'acquérir des normes, enfin des infrastructures aux normes internationales, et qui a permis aussi de faire face à la crise de 2008, puisqu'on est aussi très dépendant évidemment des pays clients qui sont l'Europe et les États-Unis. Et donc ça nous a permis effectivement d'atténuer les effets de la crise de 2008 à 2011 grâce à un investissement plus massif du secteur public marocain. Alors, quand on parle de Maroc, on entend souvent dire que c'est un pays low cost. Alors sachez qu'au Maroc, on n'aime plus trop cette notion. Donc, par contre, on sait dire qu'on est encore très compétitif. Donc, on a effectivement encore un salaire minimum, enfin, si on parle de SMIC pour avoir l'équivalent français, assez bas, puisqu'on est aux alentours de 300 € mensuels. En sachant qu'évidemment, dans les grandes villes, on est un peu plus au-dessus. On est plutôt de l'ordre de 400, 500 € dans les villes comme Casablanca ou Rabat. Cependant, on reste quand même très compétitif. Un ingénieur marocain va forcément coûter beaucoup moins cher qu'un ingénieur français ou anglais ou allemand. On est sur un impôt de société quasi équivalent à ce que vous connaissez ici en France. Donc, ce n'est pas là notre force. On est plutôt à 31% d'impôt sur société. Mais par contre, on a beaucoup d'exonérations d'impôts pour les investisseurs. Des exonérations sur le chiffre d'affaires à l'export, sur les apports, sur les équipements dédiés à la production et autres. Donc, tout ça fait qu'effectivement, les incitations fiscales sont très importantes au Maroc, et que si vous réfléchissez à une implantation quelconque, ne pas hésiter effectivement à se renseigner auprès de professionnels, fiscalistes, juristes ou autres, pour que vous puissiez effectivement établir un business plan conforme à tout ce tout ce que le Maroc peut vous offrir en termes d'avantages. Alors, autre atout majeur du pays, qui est très important. Excusez-moi, je crois que je peux même l'enlever, parce que de toute manière, il ne fait pas froid. Autre atout majeur du pays, c'est que nous sommes un pays très jeune. Au Maroc, vous avez plus de 60% de la population qui a moins de 30 ans, 35 ans.
Donc c'est un capital jeune, qualifié. Alors qualifié, on a encore des lacunes. Hein. On a beaucoup de très bonnes écoles d'ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs qui sont formés au Maroc. Beaucoup d'ouvriers. Et puis malheureusement, effectivement, on a encore, alors ça vous donne aussi des opportunités pour vous en tant qu'entreprise française, encore un manque cruel d'agents de maîtrise et de cadres moyens, où là, la France, effectivement, peut apporter vraiment de belles expertises et en tout cas, ceux qui sont dans le domaine de la formation professionnelle peuvent avoir vraiment de très, très belles opportunités pour la jeunesse marocaine. On est 35 millions d'habitants au Maroc, petit pays, mais on a tendance à dire qu'il ne faut pas que vous voyez que le marché marocain. C'est 35 millions d'habitants, mais avec tous les accords internationaux qu'on a signés avec les différents États que je vous ai cités tout à l'heure, c'est 1 milliard de consommateurs que vous pouvez toucher depuis le Maroc. C'est ce qu'il faut vraiment retenir. Alors, chose aussi importante pour vous Français, le pays parle français de manière générale et notamment la langue des affaires et le français. Donc tous vos contrats, toutes vos négociations peuvent se faire en français, ce qui est quand même un atout majeur par rapport à vos voisins allemands ou autres. Je vous en parlais tout à l'heure, le Maroc a vraiment beaucoup investi sur la partie infrastructure, puisqu'on ne peut pas développer un pays si on n'a pas les infrastructures aux normes internationales. Quand on parle d'infrastructure, évidemment, on parle aussi de tous les accès pour le commerce international. On parle des ports. Il faut savoir qu'on a 38 ports au Maroc, d'où les 3500 km de côte. C'est vraiment un atout. On a vraiment essayé effectivement de développer ces accès. Encore beaucoup sont en rénovation ou en extension, donc il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur portuaire qui peut être aussi intéressant. Et là, pareil, la France a de très belles expertises, donc ne pas hésiter à en parler autour de vous si vous connaissez des gens dans le milieu naval ou autre. On a un réseau autoroutier qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a encore 15 ans, je crois qu'on avait une seule autoroute entre Casa et Rabat. Aujourd'hui, vous avez quasiment toutes les grandes villes qui sont reliées par des autoroutes marocaines. On a 18 aéroports, dont 16 qui sont internationaux. Je ne vais pas les citer, mais voilà, la majorité des Français connaissent Marrakech déjà parce que c'est capitale touristique, mais vous avez effectivement l'avantage d'avoir des aéroports sur tout le territoire marocain. Et on a un nouveau secteur, on va dire, qui s'est bien développé ces dernières années et qui a vraiment été pour nous très stratégique, c'est le secteur ferroviaire, pour répondre déjà à la demande des industriels marocains, mais aussi pour effectivement développer la mobilité interne. Donc on aura notre première LGV, ligne grande vitesse, qui a été testée là, donc en mars-avril et qui va être opérationnelle cet été. Donc on pourra relier Tanger à Casa en moins de 2h30, ce qui est vraiment phénoménal chez nous. Hein. Vous avez l'habitude d'avoir les TGV, nous c'est vraiment notre premier. Et cette ligne devrait continuer jusqu'à Agadir, qui est dans la pointe sud-ouest du pays, ce qui est vraiment un atout important donc sur ce secteur ferroviaire, parce que j'en reparlerai pas trop par la suite, mais c'est un secteur où effectivement la place française a été primordiale. Hein. C'est Alstom notamment, SNCF International et beaucoup de PME françaises qui ont travaillé sur ce projet, donc ça a donné énormément d'opportunités d'affaires dans ce secteur. Un phénomène qui est aussi récent au Maroc et qui est nouveau et dont on en parle beaucoup, c'est le développement des smart cities, toutes ces villes connectées. Le Maroc a cette ambition d'être le premier pays en Afrique à avoir les villes connectées. On a donc créé de nouvelles villes où on est vraiment dans une démarche totalement environnementale et numérique. Donc vous en avez sur le nord de Casablanca, aux alentours de Rabat. Et Casablanca souhaite être elle-même la première ville africaine connectée. Donc un parc mobile, mais ça je reviendrai tout à l'heure, 42 millions d'abonnés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était 35 millions d'habitants. Donc vous faites le calcul, on est quasiment à 2 abonnements par personne adulte. On a fait un gap énorme on n'est quasiment pas passé par le téléphone fixe en fait au Maroc.
Donc il y a eu effectivement, on parle de transformation digitale, on a eu vraiment effectivement ce bond, on va dire, digital qui a été pris, mais pas que le Maroc. Je pense que dans toute l'Afrique, quasiment pareil, on a effectivement rattrapé le retard. Alors très brièvement, mais après je vais revenir sur les opportunités sectorielles, juste pour vous lister comme ça, en bref, des opportunités d'affaires pour vous, entreprises françaises, dont on sait que vous avez vraiment des expertises. Je ne vais pas les citer parce que vous avez la présentation, mais l'ingénierie, tout ce qui est bureau d'études et autres, c'est très demandé au Maroc. Toute la partie équipement industriel, fourniture industrielle, produits finis, les énergies, on en reparlera tout à l'heure. Pardon. Voilà, toute la partie normalisation, certification, voilà. Il y a énormément d'opportunités d'affaires sur le territoire marocain. Alors, pour aller un peu plus dans on va dire dans le cœur des sujets sectoriels, je vais essayer de vous faire un panorama sur la partie notamment industrielle. Pourquoi? Parce que le Maroc, il y a encore 20 ans, pour ceux qui connaissaient le Maroc, le connaissait que par son côté touristique ou par le côté l'industrie textile, qui était assez connue et reconnue dans le monde entier. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a une vraie industrie marocaine. Ça a été un vrai pari qui a été fait par le roi lui-même, hein, qui est très engagé dans l'économie de son pays, et par effectivement les gouvernements qui se sont succédés au Maroc, puisqu'ils ont mis en place ce qu'on appelle le plan d'accélération industrielle, qui est en fait une vraie volonté politique de passer de 14% de notre PIB, qui est aujourd'hui industriel, à 23% d'ici 2030. Et cette volonté politique s'est traduite par un plan sectoriel qui a été mis en place pour développer justement les différentes industries que je vais vous citer. Alors, tout d'abord, on a commencé par créer une zone franche dans la pointe nord du pays, à Tanger, pour aider et attirer les investisseurs étrangers, puisqu'on n'avait pas les compétences, on va dire, adéquates pour développer notre propre industrie. Donc on a fait venir effectivement des industriels pour créer de l'emploi, puis créer du savoir-faire et transmettre du savoir-faire sur place. Au jour d'aujourd'hui, on en a plusieurs zones franches, et on a même cette ambition, là, dans la loi de finances 2018, ça a été voté, de créer une zone franche par région marocaine. Donc la plus importante reste Tanger. Tanger, on dit Tanger, donc vous pensez tout de suite automobile avec l'implantation de Renault, mais pas seulement. Alors ce plan d'accélération industrielle a été en fait sous-sectorialisé avec des écosystèmes qu'on a créés pour justement aider à développer les différents sous-secteurs qui peuvent toucher effectivement l'industrie marocaine. Donc il y a effectivement l'automobile, l'aéronautique, textile, on y tient encore, hein, c'est un secteur traditionnel qu'on a, on va dire, rénové, repositionné. L'offshoring, donc tout ce qui est services externalisés, hein, on a beaucoup d'entreprises étrangères qui se sont implantées au Maroc pour réexporter soit ses services, soit ses produits depuis le Maroc. La partie électronique, parce que ça sert aussi bien le secteur auto que aéro. L'industrie chimique, parachimique, pharmaceutique et ferroviaire, mais là, on ne l'a pas mis. Ce plan d'accélération industrielle a été soutenu évidemment financièrement par l'État marocain. Je ne vais pas vous citer tous les chiffres parce que vous avez la présentation, mais en gros, vous avez effectivement des aides sur l'acquisition des terrains, l'acquisition des équipements, les exonérations fiscales, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a plusieurs fonds qui sont cumulables et opérationnels sur les investissements au Maroc. Le domaine de la formation qui est très importante pour pouvoir former les opérateurs marocains. Donc avec des exonérations, comme je vous le disais, d'impôts sur société, de TVA et de droits de douane si ce n'est pas des produits européens ou voilà, éligibles aux différents accords. Alors, brièvement, quelques secteurs clés. Au Maroc, nous n'avons pas de pétrole ni de gaz. Il faut le savoir, parce qu'en Algérie, il y en a beaucoup, en Libye et autres. Au Maroc, nous n'avons pas effectivement d'hydrocarbures, mais on a des mines. Alors, on a des mines et notamment du phosphate. Nous sommes le premier producteur et exportateur de phosphate dans le monde.
Donc on a développé autour du phosphate un secteur minier important et un secteur chimie et parachimie très important. Le secteur minier, donc on a aussi des mines d'argent, voilà, on a d'autres minéraux au Maroc. Le principal objectif, c'est effectivement de développer la recherche, évidemment, et la prospection, de multiplier le chiffre d'affaires par 3 et développer évidemment les emplois dans ce secteur-là. Sur le plan numérique, je vous parlais tout à l'heure de transformation digitale de bons numériques au Maroc. C'est vraiment, on a mis en place un plan Maroc Digital 2020 qui est vraiment de réduire la fracture numérique des entreprises, grandes entreprises, TPE, PME, parce qu'elles ne sont pas toutes au même niveau, avec du soutien financier pour des équipements pour les PME, TPE, et beaucoup de formation, parce que c'est de toute manière, c'est le nerf de la guerre dans ce domaine-là. Donc avec un objectif très ambitieux de former plus de 30 000 professionnels IT, tous niveaux confondus, et pas que des ingénieurs. Un secteur énergétique aussi qui a été mis en avant, puisque comme je vous le disais, pas de pétrole, pas de gaz, donc très dépendant de l'énergie internationale, qui nous coûte très cher. Et en pleine industrialisation du pays, ça nous coûte encore plus cher, évidemment. Donc il fallait effectivement maîtriser les coûts. Donc on a mis un plan stratégie énergétique 2030, qui est en fait de développer tout simplement les énergies renouvelables, d'utiliser les atouts que nous avons, les 3500 km de côte, le soleil, puisqu'on est quasiment à 360 jours sur les 365 soleils par an. Au jour d'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir la plus grande centrale solaire au monde, qui est basée à Ouarzazate. Donc c'est des projets qui sont concrets, qui ont démarré, qui ont commencé. Cette centrale-là, elle a déjà des projets d'extension avec Nour 2, Nour 3. Alors sur cette partie-là, c'est plutôt les Allemands qui sont plutôt bien positionnés au Maroc. Mais on a aussi des parcs éoliens. Donc voilà, on a vraiment cet avantage. N'hésitez pas d'intervenir si vous le souhaitez. On a vraiment cet avantage de pouvoir utiliser nos atouts, on va dire, naturels pour être le moins dépendant possible des énergies d'hydrocarbures. Et on a, comme vous le voyez, cette ambition d'être à plus de 50% d'énergie renouvelable à 2030. Le secteur agricole est très important, je vous le disais tout à l'heure, on a un secteur primaire fort important, on est quasiment sur du 30% de notre PIB, donc c'est un secteur qu'on ne souhaite pas lâcher, qu'on souhaite développer, au contraire, on en parlait tout à l'heure. Pour nous, c'est stratégique parce qu'on ne veut pas connaître les exodes ruraux qu'on a pu connaître dans les pays occidentaux. Alors, il y en a forcément des gens de la campagne qui quittent pour aller dans les villes. Si vous allez à Casablanca, si vous demandez à la plupart des Marocains de Casablanca, la majorité viennent d'ailleurs. Mais on souhaite effectivement limiter parce que c'est une vraie force du pays, parce que déjà d'une, c'est un secteur exportateur. Tout le monde connaît nos tomates et nos oranges marocaines, mais pas seulement. Et c'est un secteur qui recrute énormément de monde. C'est quasiment 80% du monde rural qui travaille dans le secteur agricole. Donc hyper stratégique pour le Maroc. Je ne vais pas le détailler parce que ça touche moins, mais parce que cet après-midi, il y a un atelier agriculture agro. Mais c'est vraiment hyper stratégique pour le marché marocain, pour l'État marocain. Secteur aussi traditionnel, c'est le tourisme, évidemment. On a mis en place un plan touristique qui s'appelait le plan Azur 2010. Maintenant, c'est le plan Tourisme 2020. Clairement, c'est de limiter, on va dire, le tourisme de masse qu'on a connu pendant de longues années, que connaissent beaucoup de pays méditerranéens, la Tunisie et autres, pour se recentrer sur, et qui soit en phase en plus avec nos politiques environnementales, pour se recentrer sur du tourisme à plus haute valeur ajoutée, du tourisme rural, des trekking et autres, enfin voilà, de repositionner en fait l'offre touristique marocaine et d'utiliser, profiter de tout ce que la nature marocaine nous offre, la mer, la montagne, puisqu'on a l'Atlas au Maroc, les capitales, on va dire, anciennes comme Fès et autres, voilà, les Médina et autres, pour repositionner l'offre touristique. Donc voilà, avec des objectifs aussi très ambitieux, avoir atteint 20 millions de touristes d'ici 2020. Les Français sont les premiers visiteurs du pays, mais on a effectivement cette chance et on développe beaucoup avec nos offices du tourisme. D'autres pays, notamment beaucoup de Russes viennent maintenant, au jour d'aujourd'hui, des Chinois, enfin voilà. On a aussi diversifié nos sources de touristes. Un plan environnement qui a été aussi mis en place, qui était nécessaire dû à l'accélération industrielle du pays.
Quand on parle forcément d'accélérer l'industrie, on a toujours peur que ça ait des conséquences néfastes pour le développement durable et l'environnement. Donc on est très touché et très sensible à cette notion-là, d'autant plus qu'on est un pays en stress hydrique, on manque d'eau au Maroc, on connaît la sécheresse, et on a un vrai problème majeur aussi, c'est la gestion des déchets, qui est un vrai fléau marocain, et où là, la France a une vraie expertise. D'ailleurs, c'est la majorité des concessions sont données à des entreprises françaises. Donc, vous avez Veolia, Cita, de Rochebourg, enfin, ils sont tous déjà présents. Mais pas que les gros. On a aussi beaucoup de TPE, PME, et ça, j'insiste, qui peuvent vraiment prendre une place importante sur ce secteur du traitement de l'eau et traitement des déchets. Valorisation des déchets avec effectivement des usines et autres. Comme vous le voyez, on a encore plus de 300 décharges sauvages au Maroc, donc on a encore beaucoup de travail à faire. Donc pareil, si vous connaissez des entreprises dans le secteur, que ce soit formation, équipement et autres, on est vraiment, on les accueillera bras ouverts. Dans la partie eau, on est aussi sur des projets de dessalement d'eau de mer. Puisque voilà, on est sur effectivement des stations d'épuration et autres, mais on a aussi besoin de filtrer l'eau de mer pour avoir assez d'eau pour l'agriculture et pour d'autres secteurs. Là, je vais détailler un petit peu plus les secteurs qui peuvent être, on va dire, à plus forte valeur ajoutée. C'est évidemment donc l'automobile, je vous en parlais déjà un petit peu tout à l'heure. Alors, on avait déjà un secteur industriel automobile, mais qui était vraiment très minime, avec l'association Lamica, une association marocaine de construction automobile. On était plutôt sur du petit assemblage. Au jour d'aujourd'hui, on fait venir des donneurs d'ordre, des constructeurs, pour avoir une vraie chaîne du secteur automobile. L'implantation de Renault a été du coup précurseur dans ce domaine-là, du coup, quand ils se sont implantés, puisque d'autres ont suivi. Peugeot s'implante, on a des Chinois qui s'implantent, des Japonais. Donc, quand on fait venir des constructeurs, c'est toute la chaîne derrière qui arrive. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on négocie, ce que le gouvernement négocie évidemment avec ces opérateurs-là, c'est d'atteindre un taux d'intégration de 80%, ce qui veut dire qu'en fait, les fournisseurs de rang 1, rang 2, rang 3 sont vraiment les bienvenus au Maroc pour avoir effectivement accès à ces marchés, pour suivre du coup leur client principal. On a cet objectif de produire plus d'1 million de véhicules. Petite anecdote, quand Renault s'est implanté à la base, et c'est pour ça qu'il était basé à Tanger, c'était pour de la réexportation à quasiment 90%. Sauf que l'économie marocaine se portant plutôt bien, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai marché marocain à prendre. Et on a un taux de croissance aujourd'hui des ventes de véhicules à deux chiffres. On peut atteindre 12 à 13% de taux de croissance de vente de véhicules. Et si vous venez au Maroc, et si vous avez été au Maroc il y a 20 ans, les gens qui connaissent le Maroc d'il y a 20 ans et aujourd'hui le disent clairement. Effectivement, il y a de plus en plus de voitures, un parc automobile beaucoup plus important. Alors, on a encore gardé les anciennes Mercedes, je ne sais pas si ceux qui connaissent, les 190 pour les taxis. Mais voilà, ça commence à beaucoup changer. Donc c'était une vraie surprise pour Renault et ça a incité aussi du coup des autres constructeurs à venir, évidemment, puisqu'il y avait aussi un marché local à prendre. Pardon. Le secteur aéronautique, donc j'en ai déjà aussi parlé tout à l'heure, qui est coordonné et actif aussi par le groupement, ce que vous connaissez ici, le GIFAS. On a le GIMAS, nous au Maroc, le groupement interprofessionnel de l'aéronautique. C'est pareil, on est quasiment à 150 entreprises dédiées à l'aéronautique. On a les grands noms qui sont présents, Boeing, Airbus, Matisse, Aircel, mais on a aussi des petites TPE, des PME. Et justement, l'objectif, c'est d'avoir 120 fournisseurs. Là, je ne l'avais pas noté dans la slide, mais l'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 120 fournisseurs basés au Maroc pour que les opérateurs aéronautiques puissent avoir un taux d'intégration local de 35%. Le secteur agroalimentaire, très important, qui a été aussi en forte croissance ces dernières années, avec plus de 2000 unités industrielles implantées au Maroc, et avec encore des objectifs très ambitieux, puisqu'on veut créer plus de 40 000 emplois dans ce secteur-là. Il faut savoir que le secteur agroalimentaire est très particulier, puisqu'on avait un secteur agricole très fort.
On vendait nos tomates en Europe, on vendait nos oranges un peu partout dans le monde, mais on importait du jus d'orange d'Espagne, on importait du concentré de tomates de pays. Donc on a vraiment développé cette agro-industrie pour justement valoriser nos matières premières et valoriser effectivement cette agro-industrie qui est fort importante en termes d'emploi. Un secteur traditionnel, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est le textile et cuir, qu'on a repositionné du coup vu que nos premiers clients étaient l'Europe, évidemment, avec la montée en puissance de la Chine, on a dû effectivement repositionner ce secteur, pas l'abandonner, parce qu'on y tenait, parce que c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. Donc on s'est repositionné sur des niches de marché. On va travailler beaucoup plus maintenant du prêt-à-porter haut de gamme. Toutes les grandes marques sont quasiment produites au Maroc. On s'est repositionné sur du linge de maison, sur du linge professionnel, tout ce qui est blouses d'hôpitaux et autres. Voilà. On s'est repositionné sur on va dire, des sous-secteurs du secteur textile et cuir. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, et tout ça, et la France. Alors la France, c'est le premier partenaire commercial du pays. Ça, c'est clair et net. Sauf que, et ça j'insiste, elle a perdu sa première place de fournisseur en 2012 par l'Espagne, qui a connu une crise importante en Europe, vous le savez, et qui, du coup, s'est tournée très naturellement vers le Maroc. Nous sommes à 14 km du détroit de Gibraltar, et nous avons vu effectivement arriver sur les salons professionnels, dans les entreprises marocaines, énormément d'Espagnols qui sont venus vraiment en force et qui ont pris effectivement cette première place de la France, qui n'avait jamais été détrônée avant. Cependant, la France reste toujours le premier investisseur du pays. Je vous ai cité des grandes entreprises tout à l'heure. On a quasiment les 38 entreprises du CAC 40 qui sont présentes au Maroc. Enfin, sont toutes quasiment présentes à deux près. Donc on a effectivement une force vive française, mais pas que les entreprises du CAC 40. On est quasiment à 1200 entreprises françaises implantées au Maroc et dont 500 en filiales propres. Donc il y a une vraie présence française au Maroc qui est évidemment due à notre histoire commune, à notre histoire passée, qui s'est plutôt bien passée, on va dire, si on peut relativiser les choses, mais en tout cas, on est plutôt encore très francophile au Maroc, et francophone, comme je vous le disais. Donc c'est un vrai atout, sauf qu'effectivement, malheureusement, les entreprises françaises ne viennent pas assez souvent au Maroc, et ça, on en reparlera tout à l'heure dans la pratique des affaires, puisque là, vous verrez toute l'importance d'être présent au Maroc, sous différentes manières. Vous avez un petit graphique qui vous reprend un peu les différents biens et services qui sont échangés entre la France et le Maroc. On est beaucoup sur effectivement de l'importation d'équipements industriels, puisque très peu produit au Maroc. Et puis nous, on est plus sur de l'exportation de matières premières, agricoles et autres. Alors, quel conseil pour réussir ces affaires ? Je vais essayer de prendre un peu du temps là-dessus, parce que c'est très, très, très important. On a cette impression qu'au Maroc, que l'accès peut être très facile, parce qu'on parle français, parce que c'est proche, on est à 3 heures de vol d'avion, parce qu'on connaît, et parce que dans nos entreprises en France, on a souvent un Marocain, et puis on a souvent quelqu'un qui a un lien affectif ou social ou touristique avec le marché marocain. Sauf que le marché marocain économique et le côté très personnel est très différent. Il faut savoir que ces dernières années au Maroc, le Maroc a été très très demandé par d'autres pays. Vous avez vu qu'on a signé des accords de libre-échange avec beaucoup d'autres pays. Donc forcément, ça attire d'autres populations étrangères qui ne venaient pas forcément auparavant au Maroc. Pour vous donner un exemple très concret, un Allemand, il y a encore 15 ans, n'allait pas aller au Maroc s'il n'avait pas de filiale française qui allait s'occuper du marché marocain, ou en tout cas du marché Afrique du Nord. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des Allemands qui viennent en direct. Et pourtant, un Allemand et un Américain, je peux vous assurer qu'on est vraiment sur un aspect culturel très, très, très différent. On est beaucoup très méditerranéen et l'Allemand est très carré. Mais pour vous dire que le Maroc est devenu très concurrentiel parce qu'il attire, parce qu'on a diversifié notre économie, parce que c'est un pays qui connaît une croissance importante et qui offre des opportunités d'affaires très importantes. Donc, tout ça pour vous dire que la présence est quasi obligatoire au Maroc. Quand on veut faire des affaires au Maroc, on était effectivement, quand on était français, privilégié. On l'est encore, mais un petit peu moins.
Et puis au fur et à mesure des années qui passent, la part de marché des Français se réduit considérablement. Pas seulement en tant que fournisseur, mais en tant qu'aussi investisseur. Nous avons des Saoudiens qui investissent, des Américains, des Chinois qui viennent. On a un constructeur automobile chinois qui va s'implanter. On a des Japonais qui viennent. Parce qu'ils regardent le Maroc, mais ils regardent aussi l'Afrique. Donc, la présence est obligatoire. Alors, ce n'est pas forcément s'implanter juridiquement au Maroc. Ça peut être aussi avoir un vrai partenaire au Maroc. Mais avoir un vrai partenaire au Maroc, ce n'est pas se dire j'ai un partenaire et je ne viens plus, j'ai juste à l'appeler. C'est venir le visiter régulièrement. C'est venir visiter les clients avec lui régulièrement. C'est venir participer à des salons professionnels. C'est venir prospecter sur place. C'est venir avec un VIE, avec un stagiaire, avec une présence. Et au Maroc, comme dans beaucoup d'autres pays méditerranéens, le relationnel est le critère de base. C'est-à-dire qu'un Marocain, un homme d'affaires marocain ne fera pas affaire avec vous s'il n'a pas du feeling avec vous, s'il n'a pas une relation de confiance avec vous. Alors, pour les gens très rationnels, ça peut être un peu déroutant parce que c'est effectivement, c'est limite devenir ami avec son interlocuteur marocain. Mais vous allez voir que c'est un investissement personnel qui peut vraiment payer par la suite parce que ça peut vraiment vous apporter de belles opportunités, de belles affaires. Donc j'insiste parce que vraiment, c'est mon travail au quotidien de voir que j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent « Mais non, mais je lui ai envoyé un email, il ne me répond pas. Mais pourtant, ça s'était bien passé à l'entretien, je ne comprends pas. » Il y a besoin de relancer, de venir. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes plus les seuls à venir au Maroc. Donc, quand vous passez voir un Marocain, sachez que derrière, il y a un Espagnol qui est venu derrière vous. Il y a un Allemand qui est venu derrière vous. Il y a un Américain qui est venu derrière vous. Donc, votre offre de prix, même si elle était alléchante, si derrière vous ne suivez pas, si vous ne montrez pas que vous allez être là longtemps, que c'est un vrai investissement pour vous, le Marocain va se détourner. Alors après, ce n'est pas dans tous les secteurs d'activité. Vous avez encore des secteurs où les Marocains ne réfléchissent à peine. Vous avez beau être plus cher, ils vont choisir français. Par exemple, dans l'ingénierie, clairement. Parce que le mode de fonctionnement, de réflexion est quasi identique. Il ne faut pas oublier qu'on a été colonisé par la France et que le système éducatif est très calqué sur le système français. Un ingénieur marocain va se comprendre beaucoup mieux avec un ingénieur français qu'avec un ingénieur américain ou canadien. Donc ce sont des avantages qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir profiter. Bon, je vais insister un peu, mais c'est vraiment très important parce qu'on le voit et on le vit, vraiment on perd beaucoup de parts de marché. Autre chose très importante, c'est qu'au Maroc, la structure de l'entreprise est très pyramidale. Donc c'est très important aussi de savoir à qui vous avez adressé dans l'entreprise. Vous allez être consterné des fois d'être en réunion comme ça, avec un responsable qualité, un responsable production. Ici, il y a le PDG qui est là, c'est le PDG qui parle. Donc ça peut être déroutant parce qu'en France, on est quand même plus au... Alors c'est aussi assez bureaucratique en France, mais on a quand même une certaine liberté d'expression. Au Maroc, c'est encore très pyramidal. Alors de moins en moins parce que la nouvelle génération marocaine qui a étudié à l'étranger reviennent. On a de plus en plus d'ailleurs de Marocains qui vont maintenant aux États-Unis plutôt qu'en France étudier. Donc ça aussi, c'est des signes qu'il faut faire attention parce que notre plus grande entreprise marocaine, par exemple, qui est l'OCP, l'Office chérifien du phosphate, tout le cadre management, ce sont des Marocains qui ont fait leurs études aux États-Unis. Et donc, du coup, naturellement, ils se tournent vers des fournisseurs de plus en plus américains ou canadiens, anglo-saxons en tout cas. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis la force française est très importante, mais elle est aussi effectivement dissipée par ce qui se passe concrètement avec cette nouvelle génération. Donc vraiment pyramidal, savoir à qui vous vous adressez dans l'entreprise, ne pas faire l'économie de s'appuyer sur des intermédiaires professionnels. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que le droit marocain est très calqué sur le droit français. Donc, beaucoup d'entreprises se disent bon, je vais rédiger mon contrat avec mes spécificités françaises. Tout va être compris. Non. Faites-le relire par un avocat marocain ou en tout cas par un Français qui connaît très bien le droit marocain,
il connaît très bien la pratique des affaires marocaines. Ça, c'est très important. Pareil, si vous avez besoin de prospecter pour la première fois, faites-le avec des intermédiaires. Ça peut être nous, ça peut être des consultants, ça peut être votre banque, ça peut être n'importe qui, pour vous identifier les personnes clés dans les entreprises. Ça, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, avoir une approche humble, mais ça j'ai envie de dire que dès qu'on fait du commerce international, c'est une évidence. Vous n'êtes pas chez vous. Donc clairement, je suis très claire, donc il faut effectivement avoir cette intelligence culturelle de se dire je suis dans un pays étranger, j'apprends du pays étranger. Et si je peux apporter quelque chose, je l'apporte, bien évidemment, avec ma méthodologie, mais avoir ce respect, cette humilité de se dire on n'est pas chez nous, donc on écoute, on observe et on s'adapte. Avec évidemment cette force que vous avez, l'ingénierie française, la pensée française, le débat français, ce sont vraiment des atouts, mais ce sont aussi des choses que vous pouvez apporter, mais délicatement. Parce que pour ne pas toucher à la susceptibilité méditerranéenne, qui est très importante, donc d'autant plus qu'on a eu une histoire commune, qui s'est plutôt bien passée, mais quand même, voilà, il faut savoir effectivement se dire, bon, je vais écouter, je vais entendre. Le Maroc aussi, je le précise, est un pays musulman. Je le dis, ça paraît une banalité, mais ça n'empêche que quand vous êtes au Maroc, il y a des règles et il y a des us et coutumes à respecter. Si vous venez pendant le Ramadan, vous savez que vous dérangez un peu les hommes d'affaires marocains parce qu'ils n'aiment pas recevoir pendant le Ramadan. Ce sont des petites choses comme ça, c'est très petit. On ne va pas forcément vous le dire parce qu'on est polis, cordiaux et autres, mais ne pas oublier que ça reste un pays musulman, qu'on ne parle pas de l'islam qui est vulgarisé ici en France n'importe comment avec un interlocuteur marocain, parce que vous ne savez pas si c'est une personne pieuse ou pas. Si vous allez au restaurant, attendez de voir si lui commande du vin avant de vous imposer, voilà, parce que vous pouvez tomber sur une personne à qui ça va déranger. Très peu, parce que les gens sont de moins en moins pratiquants. Mais n'empêche que vous pouvez perdre des affaires juste à cause de ça. Parce qu'il va se dire, ah, il n'a pas eu cette délicatesse de faire attention, de voir. Pareil, un autre sujet qui est assez délicat, c'est de parler du roi. Bien entendu, une fois que vous avez développé votre relation avec votre interlocuteur, c'est un sujet qui va devenir ensuite quasiment quotidien, j'ai envie de dire. Mais faites très attention, vous ne savez pas si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est royaliste ou pas. Donc, plutôt éviter. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels vous pouvez parler, mais ce sont effectivement des choses à faire très attention. Il y a un autre sujet, mais parce que là je vois qu'on ne l'a pas mis, enfin c'est dans la politique territoriale, on ne cite pas le Sahara occidental au Maroc. Ça fait partie des provinces du Sud, ça s'appelle les provinces du Sud au Maroc. Si vous dites Sahara occidental, je vous assure, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est hyper nationaliste, et qui du coup va tout de suite vous bloquer. Pareil, si vous voulez faire une jolie présentation devant votre partenaire, ne prenez pas la carte du Maroc, du ministère des Affaires étrangères français, parce qu'il y a des pointillés. Ce sont des petits détails sur lesquels nous, on peut vous apporter ces éléments-là. Ne pas hésiter à demander. Et quand on ne sait pas, vaut mieux ne pas faire. Vous passez directement à la slide suivante où vous ne mettez pas de carte. Mais ce sont des petites choses qui peuvent vraiment faire du mal à votre relation d'affaires si vous n'y prêtez pas attention. Alors, dans les autres points sur lesquels il faut vraiment être rigoureux, c'est effectivement les délais de paiement au Maroc. On a un vrai problème au Maroc. Alors, on est plutôt bien noté par la COFAS et par les agences de notation entreprises, puisqu'on est, on va dire, payeur, mais mauvais payeur au Maroc. Que ce soit la TPE marocaine ou le grand groupe public marocain. Vous pouvez avoir des délais de paiement qui vont aller jusqu'à 1 an. Donc pour une PME française, on sait très bien qu'en termes de trésorerie, en termes de fonds de roulement et autres, ça peut être très compliqué. Donc il faut vraiment avoir les reins solides quand vous vous attaquez au marché marocain. Parce que si vous ne faites pas attention à ce point-là, si vous ne sécurisez pas votre paiement, dans vos premières relations avec votre partenaire, client et autres, ça peut vraiment effectivement être embêtant pour vous et pour votre comptabilité. Donc il y a tous les moyens de paiement sécurisés qui existent. On a un système bancaire très fiable au Maroc,
utilisez-les, mais pareil, avec délicatesse. C'est-à-dire, votre interlocuteur vous expliquez que votre hiérarchie, vos statuts, vous imposent la lettre de crédit pour les premières affaires, mais bien sûr, par la suite, vous allez retirer ça. Voilà, comme ça, ça permet à l'entreprise marocaine de ne pas se sentir effectivement pointé du doigt, mais tout en vous sécurisant vous. Donc le moyen de paiement le plus sécurisé, enfin pour nous le plus utilisé, c'est la lettre de crédit. Il y a le Crédoc, voilà, vous avez après tous les moyens. La CCI peut vous accompagner là-dessus sans aucun problème, et vos banques. Quoi dire d'autre? Effectivement, ne pas concéder les droits des marques et brevets, ça c'est très important. Je vous ai parlé tout à l'heure de la création de l'OMPIC. Protégez effectivement vos marques et brevets. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une contrefaçon, d'un opérateur qui vous pique effectivement vos idées et vos marques. Et tout simplement, ne pas hésiter à solliciter effectivement les cabinets intermédiaires qui peuvent vous accompagner, vous aider, pour que vous puissiez effectivement, en tout cas, limiter les risques. On n'est jamais à un risque zéro, même en France, même en Suisse. Mais en tout cas, effectivement, on peut vous accompagner pour vous limiter au maximum ces risques. C'est à peu près ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment à votre écoute. Certains connaissent déjà le Maroc. N'hésitez pas à témoigner, à me contredire, à alimenter et à me poser aussi les questions pour ceux qui ne connaissent pas avec grand plaisir. Merci à tous. Première question est toujours difficile à chaque fois. Hein. Mais peut-être quelqu'un qui a déjà été au Maroc, qui a déjà un partenariat, peut juste témoigner peut-être, ou de difficultés ou de choses positives, hein, même des difficultés ou des freins rencontrés. Moi, je trouve que vous avez laissé un tableau parfait du Maroc. Je connais. Merci. Merci. Je connais le Maroc depuis 25 ans et Ouais. j'ai retrouvé beaucoup d'exemples dans ce que vous avez cité. Pour ma part, moi, donc, comme je vous dis, ça fait à peu près plus de 25 ans que j'y travaille. Dans quel domaine d'activité? Dans le secteur industrie agroalimentaire. Ok. Et j'ai retrouvé, par exemple, quand j'ai commencé, j'étais tout seul dans mon domaine à intervenir. Il n'y avait pas de concurrence pour dire, les marchés étaient bien traités. Ouais. Au bout de 5 ou 6 ans, j'ai eu des concurrents français. Au bout de 10-15 ans, j'ai eu des concurrents allemands, espagnols, et ainsi de suite. Italiens. Maintenant, tout le monde est arrivé au Maroc. Voilà. C'est très important à le souligner. C'est devenu vraiment un marché concurrentiel qui nécessite du coup un peu plus d'investissement qui nécessite personnel et effectivement financier aussi. Hein, puisque, du coup, après, vous avez parlé de la nécessité d'être présent. Effectivement, c'est quelque chose aussi d'important. C'est-à-dire qu'il faut rendre visite, il faut discuter, palabrer, mais bon, c'est nécessaire. Franchement, bravo. Mais vous avez gardé quand même une place. Oui, j'ai gardé ma place, mais elle est très très dure à garder. C'est très compliqué, beaucoup plus compliqué. Ouais. Et vous vous êtes implanté juridiquement au Maroc? Non, ou on pas n'est pas implanté juridiquement. Moi, je pars de Nantes tous les mois et demi. C'est bien. Peut-être qu'on va travailler en collaboration avec un collègue qui, lui, a implanté une filiale. Ah, très bien. Ok. Peut-être qu'il peut aussi témoigner sur la partie implantation, du coup. Oui, moi je prospectais depuis 2005 au Maroc. Et en 2011, j'ai créé une société, une SARL là-bas. Très bien. À Casablanca. Et donc notre domaine d'activité, c'était un peu l'agroalimentaire avec quelques petites usines dans la périphérie de Casa. Mais autrement, c'est surtout le secteur automobile. Ah, donc, d'accord. nous avons fait des lignes de peinture chez Renault à Tanger. Très bien. On travaille beaucoup à la Somaca aussi. Oui. Et actuellement, nous sommes chez PSA. Parfait. Super. Donc, sur différentes lignes qui vont démarrer. Qui vont démarrer là très prochainement. Voilà. Donc à Kenitra, du coup. À Kenitra, oui. D'accord. Donc au Maroc, j'y vais à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois aussi. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Peut-être ça peut intéresser aussi les entreprises. Hein. Il ne faut pas parler que des points positifs. Je pense que c'est important d'avoir vraiment un aspect très concret. Ce que je vois, au niveau difficultés, c'est surtout les techniciens, il y en a, des ingénieurs, il y en a. Il y a quand même un tri à faire. Il y en a beaucoup qui ont fait leurs études en France, donc c'est bien.
Mais après, c'est tenir le personnel, quoi. Oui. C'est compliqué. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais il n'y a pas de culture d'entreprise au Maroc. Non, non. C'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours des raisons X ou Y. Donc, là, je suis à la recherche d'un responsable, justement. Ah bah alors, on peut vous aider. Mais je pense aller vous voir, justement. Parce que normalement, peut-être ce mois-ci, on y va. Oui, bah, très bien. Après le ramadan, bien sûr. Oui, c'est mieux. Je commencerai septembre, quoi, je pense. Très bien. Alors ça, c'est un point effectivement très important. Au Maroc, on n'a pas... en fait, il y a vraiment eu une évolution sur la culture d'entreprise. Je vous expliquais tout à l'heure que la société était très... la société entreprise était très pyramidale. C'était un peu le patriarche. Et puis ensuite, il y avait les collaborateurs, mais qui considéraient un peu le patron comme un peu son père. Donc, voilà. Et donc les gens effectivement restaient de longues années parce que c'était voilà, sa société un peu familiale ou pas. Et la nouvelle génération marocaine n'a pas du tout développé, j'ai envie de dire c'est un peu comme en France, mais beaucoup plus au Maroc, de culture d'entreprise. Au Maroc, c'est un pays, comme vous l'avez vu, qui évolue, qui bouge, il y a de nouveaux secteurs qui arrivent, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opérateurs étrangers qui s'implantent. Et il y a un vrai problème de turnover dans certains secteurs industriels et notamment automobiles, où là, le Marocain, pour, je ne vous mens pas, hein, mais pour 50 € de plus, ça fait 500 dirhams au Maroc, va changer d'entreprise parce qu'il va être payé 50 € de plus. Mais parce que proportionnellement parlant, c'est énorme pour lui. C'est le prix de son mouton pour l'Aïd, par exemple. Enfin voilà, pour vous donner des exemples très concrets, très pratico-pratiques. Donc du coup, voilà. Donc nous, on a beaucoup travaillé avec des DRH, justement. On a une commission, si ça vous intéresse, à la Chambre, une commission juridique RH. Et on a beaucoup travaillé sur des codes de déontologie, évidemment, mais pas seulement, sur aussi tout ce qu'une entreprise peut apporter à un opérateur marocain pour le fidéliser. Et on s'est aperçu, au fur et à mesure de nos travaux, que la formation était un pilier hyper important, que votre opérateur, enfin votre collaborateur marocain, s'il avait effectivement cette vision future avec des points de formation très régulièrement et hautes, ça pouvait les faire retenir dans l'entreprise. Après, il y a aussi tout ce qui est avantage nature. On a vu arriver Sodexo, par exemple, au Maroc, des tickets restaurants et autres. Ça, ce sont des petites choses qui apportent. Et pour les industriels, je ne sais pas dans quelle zone vous êtes à Casablanca, toute la partie transport, parce que ça, c'est vraiment un vrai problème pour les ouvriers, notamment marocains, qui ne sont pas dans la classe moyenne, mais qui sont vraiment d'apporter vraiment ce transport au centre-ville, usine. C'est des petits plus qui coûtent pas énormément à l'entreprise, mais qui peuvent apporter effectivement des choses. Après, il y a plein d'autres choses, mais on pourra effectivement en discuter. Mais on a vu, nous, en tout cas au sein de notre commission, des entreprises nous dire qu'il y avait une vraie évolution et qu'ils avaient réussi à baisser le turnover, qui est effectivement coûteux pour une entreprise. Quand vous formez quelqu'un et qu'au bout de 6 mois, 1 an, il part chez la concurrence, c'est effectivement un coût à prendre en considération. Merci d'avoir soulevé ce point, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Mathieu Chapin, avocat. J'ai fait pendant 8 ans de la fiscalité marocaine dans un cabinet à Paris, UGGC, vous connaissez peut-être. Voilà. Ils sont membres de la Chambre. Je pense, oui. Donc là, je suis chez Fidel et je m'occupe du desk Maroc. Donc je connais un peu le pays. Et c'est vrai que, bon, déjà, c'est un pays où il est quand même facile de faire du business. Hein, complètement, c'est clair. Ça, on l'a vu, hein, environnement des affaires. Et je vous rejoins là sur la présence localement, qui est très importante. Et nous, on avait des clients, notamment c'était sur le projet Maroc 2010 à l'époque, dans le tourisme, et qui ont pu développer des resorts, des choses comme ça, plus facilement que d'autres, mais parce qu'ils étaient implantés localement. Et quand je dis implantés, c'est qu'il y avait des Français qui vivaient au Maroc et qui pouvaient relancer les projets en permanence, parce que c'est vrai qu'il y a encore en tout cas à l'époque, il y avait dans ce domaine des petites lenteurs, on va dire. Mais le fait d'y être, ça a débloqué des projets qui auraient alors que leurs concurrents n'ont pas réussi à le faire puisqu'ils n'étaient pas sur place et qu'ils ne comprenaient pas. Voilà.
C'est très important de développer les relations même administratives avec les enfants. Oui, c'est ça. Parce qu'après, ça va être avec les fournisseurs, etc. Mais ça va être avec l'administration. L'administration marocaine. C'est ça qui va, à un moment donné, faire la différence. Complètement. Soit vous avez un partenaire qui connaît bien, qui est bien implanté dans les administrations marocaines et qui vous fait gagner du temps. Soit c'est vous qui devez développer vos relations, parce qu'effectivement, une autorisation de construire, par exemple, peut durer 2 ans, voire 3 ans. Hein. Donc ça peut vraiment être très coûteux pour une entreprise quand elle n'a pas son réseau, effectivement. De toute manière, quand on parle de relations humaines, c'est réseau professionnel, hein, tout simplement. Ne pas hésiter à être dans des réseaux, associations, fédérations, chambres de commerce et autres, pour justement s'entourer des bonnes personnes qui, eux, vont pouvoir aussi vous aider. C'est pas seulement votre client ou votre fournisseur, mais vraiment des personnes, les avocats, les fiscalistes et autres, pour qu'ils puissent aussi vous aider dans vos démarches effectivement, administratives qui peuvent être effectivement très coûteuses quand on ne les a pas. Franchement, merci. Mais en termes d'environnement des affaires, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais on a fait aussi beaucoup sur la partie implantation en créant les CRI, les centres régionaux d'investissement, qui auront normalement aussi permis, donc ce sont des bureaux, on va dire gouvernementaux, qui ont été délocalisés partout dans le Maroc et qui est le guichet unique pour la création d'entreprises. Un peu ce que vous connaissez ici avec les CFE et qui vraiment aide à en tout cas, accélérer la partie création d'entreprises et avoir les informations nécessaires. Mais effectivement, ne pas faire l'économie de s'entourer d'avocats et autres. Merci. D'autres questions? Remarques? Ok. Merci Faiza. De rien, avec plaisir.